Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des liens entre TDAH et télétravail, donc entre le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité et le travail à distance. Si vous me découvrez avec cette vidéo, moi c'est Mika, je suis le fondateur de l'agence Hyperfocus où on aide les personnes concernées par le TDAH à mieux s'organiser pour réussir leurs projets. Aujourd'hui, je vous parle donc du TDAH et du télétravail. C'est la version vidéo d'une newsletter hebdomadaire que j'envoie chaque semaine à plus de 1000 abonnés. Je vous laisse le lien en commentaire si vous n'y êtes pas déjà abonné. Ça vous permettra de recevoir la version texte et la version vidéo chaque semaine dans votre boîte mail pour ne rien rater. Donc, on commence tout de suite. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que moi, le télétravail, à la base, c'est ce qui m'a mené au diagnostic, mais c'est aussi la plus grande source d'inspiration que j'ai pu avoir sur la manière dont je voulais travailler. D'accord? Je voulais travailler en télétravail, c'est-à-dire de chez moi, de chez moi, avec la liberté des horaires que je voulais, etc. Dans ce contexte-là. Sauf que ça vient avec son lot de problématiques, et c'est tout ça qu'on va aborder aujourd'hui. Parce que le télétravail, c'est une épée à double tranchant. D'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que le télétravail, aujourd'hui, c'est ultra répandu. Qu'on soit salarié, qu'on soit indépendant, qu'on soit à son compte, on peut travailler de chez soi avec les outils digitaux qu'on a à disposition. Ça fait partie à part entière de notre manière de travailler aujourd'hui. Donc c'est important de savoir le gérer correctement. Et c'est une épée à double tranchant. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'avantages, mais il y a aussi plein d'inconvénients. Et parfois les inconvénients, c'est ça qui peut nous faire exploser. Par rapport aux avantages, il y en a pas mal. J'en ai déjà listé tout à l'heure. Mais moi, ce que je vois, c'est que on a une énorme liberté dans sa gestion du temps. Okay, on a une certaine autonomie qui nous permet de pouvoir fixer son propre cadre de travail. Je travaille de chez moi de la manière que je veux. Personne ne me regarde, personne ne me juge. Je suis autonome, je me fixe mes propres règles. J'ai également plus de temps. Plus de temps pour moi, plus de temps pour mon hygiène de vie, pour le sport, pour ma santé, pour mes rendez-vous, pour mon hygiène de vie, pour la cuisine, pour ma famille, parce que j'ai moins de temps de trajet, j'ai moins de perte de temps dans les embouteillages ou dans les transports en commun, et ça a aussi des énormes avantages pour plein de personnes. On a aussi la possibilité de travailler de manière ininterrompue, ce que j'appelle le deep work, donc le travail profond, le travail de fond. C'est vraiment de pouvoir se plonger dans sa bulle sans que personne nous dérange, en coupant les notifications, en mettant son casque, en mettant sa musique. Ça, c'est vraiment super utile pour pouvoir travailler, surtout dans des domaines, par exemple, créatifs ou dans des domaines qui nécessitent une vraie réflexion stratégique. On a aussi, du coup, la conséquence de ça, c'est moins de distractions. C'est moins de distractions par rapport au bureau. On n'a pas l'open space, on n'a pas les bruits des gens, on n'a pas les allées et venues, on n'a pas les interruptions d'un collègue qui nous pose une question ou qui vient nous voir. On n'a pas les pauses qu'on est contraint de faire, les pauses sociales avec les collègues. Tout ça, ça permet d'avoir moins de distractions, une plus grande productivité et une plus grande capacité à rentrer dans le flow. Moi, je sais que le fait de m'interrompre quand je suis vraiment dans ma tâche, ça a le don de me foutre en rogne. Et donc la possibilité de pouvoir contrôler mon cadre et d'être moins distrait, c'est super important pour moi. On a aussi un autre truc, c'est la pression sociale. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette sensation pesante de devoir être productif de 9 heures du matin à 17 heures le soir, à faire des trucs sur son ordinateur et à se forcer à faire des choses, alors qu'on pourrait faire une pause, on pourrait se détendre, on pourrait juste réfléchir. Le cerveau humain, il n'est pas fait pour être productif 7-8 heures par jour, on est productif 3-4 heures vraiment très focus, et le reste du temps, on peut le faire sur des tâches à moindre valeur ajoutée, ou juste laisser son esprit vagabonder pour résoudre les problèmes auxquels on a fait face. Donc la possibilité de gérer son travail sans la pression d'autrui, c'est vraiment game changer, je trouve, dans le cadre du télétravail. On a aussi la possibilité d'avoir une certaine flexibilité géographique, donc de pouvoir travailler de chez soi même si on n'habite pas sur place au bureau, ou d'avoir accès à des opportunités professionnelles qu'on n'aurait pas pu avoir autrement sans le télétravail, donc ça c'est aussi un gros avantage. Et enfin, on a la possibilité d'être un petit peu dans son cocon, dans un cadre à soi, dans un cadre qu'on maîtrise, dans un cadre structuré,
pas un bureau inconnu avec beaucoup d'imprévus, etc. Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut avoir des gros avantages. À côté de ça, on a aussi beaucoup de désavantages. Et ce qui est assez amusant et un petit peu triste, c'est que c'est souvent le miroir des avantages qu'on vient de lister. C'est un petit peu des conséquences des avantages qu'on vient de lister. Par exemple, on a un manque de cadre externe. Parce que du coup, vu qu'on est seul chez soi à travailler, eh bien c'est nous qui décidons de notre manière de faire, de notre manière d'organiser nos tâches, de la manière d'organiser nos journées, nos priorités. Et ça crée une liberté qui peut être un petit peu vertigineuse parce que chaque jour, eh bien, il y a plein de choses qu'on peut faire, plus des urgences qui arrivent de l'extérieur, plus des demandes, plus qu'on avait prévu. Et des fois, pour le cerveau, surtout quand on a un trouble de l'attention, il peut avoir beaucoup de mal à prioriser ça et se retrouver dispersé, happé dans le flux d'une tâche qui en amène une autre, qui en amène une autre, alors qu'à la base, on avait prévu totalement autre chose. Donc ça, c'est un premier problème, c'est le manque de cadre. L'autre problème, c'est qu'on peut avoir une productivité qui est aléatoire. On peut avoir prévu la veille de faire quelque chose le lendemain et le jour J ne pas avoir l'envie ou la force ou l'énergie de le faire. Et ça peut poser problème parce que ça peut entraîner une autre problématique qui est aussi la conséquence de ça, c'est la procrastination. C'est-à-dire qu'on peut avoir des tâches qui sont importantes mais qui ne sont pas forcément urgentes et du coup on va les remettre au lendemain, on va pas avoir la force de les faire et plus on va les remettre au lendemain, plus elles vont paraître être une montagne et devenir de plus en plus susceptibles d'être procrastinées et de nous exploser à la figure au bout d'un moment donné quand la deadline arrive ou quand un supérieur ou un client nous fait la remarque. Enfin, le fait d'avoir cette productivité aléatoire, ces problématiques de cadre, ces problématiques d'organisation, ça peut entraîner des surcompensations. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est que on va avoir une sorte de syndrome de l'imposteur, de sentiment d'imposture, de sentiment d'incompétence qui se développe de plus en plus au fond de nous, et on va essayer de le compenser pour justement combler ce syndrome de l'imposteur, essayer de prouver aux gens qu'on est fiable, qu'on est quand même compétent, qu'on arrive à faire les choses. Et ça va être très consommateur d'énergie, ça va être très énergivore, ça va être très nuisible pour notre santé mentale. Et ça peut avoir plein de conséquences négatives sur le long terme. Par rapport à ces surcompensations, on peut par exemple avoir un problème de surréactivité. La surréactivité, c'est quoi? C'est le fait de ne pas avoir de confiance en la tâche qu'on est en train de faire et en la nécessité de ne pas être interrompu, et que dès qu'il va y avoir une sollicitation externe sur le chat d'équipe, sur le Teams, par message, par appel, on va y répondre tout de suite, et on va vouloir résoudre le problème tout de suite pour montrer qu'on est compétent, qu'on est réactif, qu'on est là, parce qu'on n'a pas confiance en notre capacité à être productif de notre côté et à suivre le plan qu'on s'était fixé. Et cette surréactivité, elle est problématique parce que oui, d'un côté, elle nous aide à compenser notre sentiment d'incompétence, montrer qu'on est capable de faire des choses, mais de l'autre, elle va nous créer beaucoup de difficultés pour suivre le plan qu'on avait établi et pour avancer sur les tâches de fond où les autres ne sont pas forcément au courant et où eux vont empiéter sur notre temps si on ne fixe pas notre propre cadre. Donc ça, c'est un problème. On a aussi, au début, je disais le manque de cadre, mais on a aussi un manque de pression. C'est-à-dire que le fait d'être chez soi, on peut se dire que c'est plus tranquille, qu'on est moins pressé, qu'on a moins le regard de l'autre. Et du coup, on va pareil avoir tendance à procrastiner ce qui peut se procrastiner. On peut avoir tendance à faire des tâches qui sont inadaptées à un moment. Par exemple, faire la cuisine alors qu'on est en matinée de travail à 11 heures ou des choses comme ça. Et ce manque de pression, il peut se ressentir notamment dans la différence entre notre productivité au bureau et notre productivité chez nous. On se rend compte qu'au bureau, on est quand même plus productif que chez soi, mais d'un autre côté, on est beaucoup plus à l'aise de travailler chez soi qu'au bureau, et on se retrouve un petit peu dans un dilemme difficile à résoudre. Enfin, on va avoir l'impression de se disperser et d'être submergé par les tâches, par les projets qui s'accumulent et notre incapacité à prioriser, notre incapacité à se focus dessus et à avancer dessus correctement. Et tout ça, ça entraîne une spirale négative qui nous entraîne petit à petit vers le bas. Et moi, des fois, j'ai des prospects ou des clients qui me disent qu'ils ont peur d'atteindre un point de non-retour. C'est-à-dire que soit ils se font virer, soit c'est eux qui arrêtent, soit, pire, c'est le burn-out, ça explose. Et le but, c'est d'éviter ça. Parce qu'on a vu tous les avantages qu'il y a au télétravail et à quel point c'est adapté pour un cerveau qui a un trouble de l'attention,
de pouvoir gérer son temps, de moins avoir de contraintes externes, de moins avoir une autorité qui est au-dessus de son épaule pour vérifier ce qu'il fait. Mais derrière, on a plein de désavantages qu'il faut gérer et on ne sait pas forcément comment faire. Et moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à identifier déjà la conséquence de ça. Parce que toutes ces problématiques que je viens de lister, on ne les vit pas telles quelles. On les vit différemment. Et très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on les vit comme un secret. C'est qu'on les vit comme un secret qu'on ne partage à personne parce que non seulement on a envie de paraître fiable, donc on n'a pas envie de décevoir les autres, et en plus, on n'a personne avec qui échanger de ces choses-là parce que on a l'impression d'avoir énormément d'avantages et une chance énorme d'avoir un travail qui nous permet de travailler de chez nous avec cette flexibilité-là. Et donc on se dit qu'on charrie un petit peu, qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, que la vie elle est faite de compromis, et du coup il faut prendre sur soi et faire avec. Sauf que faire avec, c'est pas la solution. Moi je suis convaincu qu'on peut faire des choses par rapport à ça. J'ai réussi à faire des choses par rapport à ça et j'ai réussi des dizaines de clients à reprendre le contrôle par rapport à ce contexte de travail en autonomie et je vais vous expliquer un petit peu comment moi je vois la chose. Parce que la cause première du problème, qu'est-ce que c'est? C'est pas le travail en lui-même, c'est pas les projets, c'est pas son incompétence, c'est pas le syndrome de l'imposteur. La cause, c'est l'organisation personnelle qui est déficiente. D'accord? L'organisation personnelle, qu'est-ce que c'est? Déjà, moi j'aime bien le fait de dire que la cause, c'est l'organisation personnelle. Pourquoi? Parce que ça dépend de nous, ça dépend de soi. Et ça permet de reprendre le contrôle sur ce qui se passe. Ça va être de se dire, ok, il y a peut-être des circonstances extérieures qui font que je rencontre des difficultés, mais il y a une partie du problème non négligeable qui peut être gérée par moi et par l'amélioration de mon organisation personnelle. Ok. Ça, en psychologie, c'est un concept qui s'appelle l'agentivité, l'agency en anglais, comme agence. Et c'est la perception, le fait de se voir comme un acteur du monde qui fait arriver des choses et pas seulement comme quelqu'un à qui il arrive des choses. Et ça, c'est super important d'avoir cet état d'esprit-là, même quand on a des difficultés, même quand on est diagnostiqué TDAH, parce qu'on peut faire des choses, il existe des solutions, et moi, c'est vraiment la vision et la mission que j'ai avec mon agence, d'aider les gens à reprendre le contrôle sur ce qu'ils peuvent contrôler, sur ce qu'ils peuvent faire pour avoir des résultats positifs dans leur vie et atteindre leurs objectifs. Donc, l'organisation personnelle, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est très lié à la productivité. Et il faut faire attention avec ce mot de productivité parce que c'est souvent un mot qui est un peu galvaudé, un mot qui est vu comme quelque chose de négatif, une injonction à la productivité toxique, au toujours plus, à vouloir produire plus au détriment de sa santé. Et ça, c'est pas du tout ma vision de la productivité. Moi, j'ai une vision de la productivité qui est saine, une vision de la productivité qui est positive, une vision de la productivité qui permet d'atteindre les objectifs qu'on se fixe sans se cramer et en restant aligné avec ce qu'on a envie d'être et ce qu'on a envie d'apporter au monde. Donc déjà, moi je vais commencer par vous dire un petit peu l'organisation personnelle. Qu'est-ce que ça n'est pas? Ce n'est pas quoi? L'organisation personnelle, ce n'est pas structurer sa journée à la minute près. Ce n'est pas structurer sa journée à la minute près parce que le fait de faire des blocs de temps très rigides, prévus à l'avance, c'est la meilleure manière pour que dès qu'on ne tient pas un bloc, eh ben, tout s'effondre, on se retrouve à culpabiliser, on ne sait pas comment avancer, on se sent nul et ça nous met dans une spirale négative. C'est pas du tout ça le but. Le but, c'est pas non plus d'avoir une discipline militaire, c'est-à-dire de se forcer à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire jour après jour. Moi, je suis convaincu qu'on peut trouver une manière alignée d'avancer, une manière alignée de trouver du sens et de retrouver surtout cette motivation pour faire les choses bien et arriver à défendre son point de vue et sa manière de fonctionner par rapport aux autres. Donc ça, c'est vraiment très très important. On va aussi éviter la productivité personnelle, ce n'est pas un cadre contraignant. Ce n'est pas quelque chose qu'on se force à mettre en place et qui nous bloque, qui bride notre spontanéité, qui bloque notre créativité. C'est pas du tout ça l'objectif. Le but, c'est pas de se forcer à ne pas se disperser en essayant de contraindre son cerveau à faire des choses qu'il veut pas faire. Ça va tenir peut-être quelques jours, quelques semaines, quelques mois au mieux, mais pareil, vous allez le payer cher derrière et ça va pas tenir sur la durée. Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui tienne sur la durée. Et ma vision de l'orga perso, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour moi, l'organisation personnelle, c'est simplement déjà
dans un premier temps, prendre du temps pour deep work. Ça, c'est ultra sous-coté, mais c'est ultra important. C'est se réserver des créneaux, idéalement dans la matinée, un maximum de matinées par semaine, de 9 heures à midi, où on peut travailler de manière non interrompue sur des sujets de fond. Ça, c'est très très important de les noter dans son agenda, de dire à son cerveau que jeudi matin, par exemple, je fais du deep work et de prévoir ses tâches en fonction pour ces créneaux-là. Les créneaux de deep work, c'est vraiment ces moments de la semaine où on va pouvoir avancer sur les sujets et on va pouvoir se sentir productif, se sentir capable de produire les choses et on va surtout se rendre compte que la plupart des tâches qu'on procrastine ou qu'on n'arrive pas à faire, en réalité, elles prennent peu de temps et il suffit de se prévoir un moment pour le faire en amont plutôt que le jour J de se dire ok, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire et laisser ses envies du moment qui sont souvent de très mauvais conseils décider. Ensuite, ma vision de l'organisation personnelle, c'est apprendre à utiliser son agenda pour reprendre le contrôle de son temps. Son agenda, c'est là où on note tous ses rendez-vous, où on note ses grands créneaux de travail. Et c'est ça qui permet en fait de visualiser sa semaine. Et en visualisant sa semaine, on peut la contrôler. Et en pouvant la contrôler, en la sortant de notre tête et en ayant le temps devant nous, avec chaque journée comme ça, eh ben, on reprend le contrôle sur notre temps. C'est très important d'apprendre à utiliser son agenda correctement. Et idéalement, bien sûr, un agenda électronique du style Google ou autre. Ensuite, ma vision, c'est de pouvoir aussi gérer ses tâches. Les tâches, c'est les actions qu'on doit faire. C'est les missions qu'on doit faire. C'est des verbes d'action où on doit contacter quelqu'un, faire quelque chose, rédiger un truc. Ça, c'est très très important de les centraliser dans un endroit où elles se trouvent toutes. Donc pas dispersées sur des papiers, pas dispersées sur des post-it, mais dans une même application. Parce que votre téléphone, vous l'avez tout le temps sur vous. Ça, c'est la seule chose que vous avez tout le temps sur vous. Donc quand dans le bus, quand sur la route, quand en promenant votre chien, vous avez une tâche qui vous vient en tête, il faut que vous puissiez la capturer et la noter très vite dans un endroit où vous êtes sûr de ne pas la perdre et de revenir dessus. Et il n'y a qu'en utilisant un gestionnaire de tâches unique, synchronisé entre l'ordinateur et le téléphone, que vous pourrez reprendre le contrôle sur ce que vous devez faire sans perdre de vue les tâches à faire. Enfin, le but, c'est de créer un cadre, mais un cadre flexible, c'est-à-dire de structurer sa semaine de telle manière, de savoir où on va, mais le but, c'est que ça laisse suffisamment de permissivité et de flexibilité dans le cadre pour pouvoir laisser libre cours à sa créativité. Là, par exemple, j'enregistre cette vidéo, je m'étais prévu de faire du deep work de 9 h à 11 h 30, et pendant ce créneau-là, je fais la vidéo que j'ai envie de faire, je fais une pause, je vais imprimer un papier, je vais discuter avec quelqu'un, mais je sais que j'ai créé ce contexte où je dois produire ces choses-là en ce laps de temps, mais dans le détail, je ne vais pas détailler chaque minute qu'est-ce que je dois faire, dans quel ordre, parce que sinon mon cerveau se sent contraint, et quand mon cerveau se sent contraint, il dit va te faire voir, je vais certainement pas faire ce que tu as prévu de faire. Donc voilà, moi, ce que je trouve pertinent dans l'organisation personnelle, et c'est exactement la vision et la manière que j'ai d'accompagner les personnes que j'aide et qui ont un TDAH qui les bloque. Donc on pourrait croire que c'est les gens les plus désorganisés qui existent, mais pas du tout. C'est des gens qui ont un énorme potentiel d'organisation, mais qui savent simplement pas comment s'y prendre, qui savent pas par où commencer, qui savent pas comment structurer les choses. Et moi, je suis là pour les guider dans ce processus pendant 3 mois pour mettre en place ce système-là et les soutenir dans leur projet. Donc moi, cette organisation-là, je la vois comme quelque chose qui doit être simple. Ça, c'est vraiment très important. Pour conclure, l'organisation, ça doit être simple. L'organisation, ça doit tenir dans la durée, sinon ça sert à rien. Et surtout, ça doit venir de quelqu'un qui n'est pas organisé de base. Moi, je n'ai jamais été quelqu'un d'organisé. Il y a 4 ans, j'avais même pas d'agenda. J'ai oublié de m'inscrire à la fac, pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois de suite, parce que je notais pas les dates butoirs. J'étais vraiment au stade zéro du truc. Je essayais de me rappeler des choses. J'étais perdu. J'étais vraiment perdu. Et c'est en me lançant dans l'entrepreneuriat, c'est en me lançant dans des projets que j'ai dû apprendre à m'organiser à la dure, d'une manière que les formations traditionnelles ou les gourous de la productivité ou les hacks classiques ne fonctionnaient pas. J'ai réussi à mettre en place une technique qui marchait pour moi. J'ai réussi à la transmettre à quelques personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin et j'ai vu que ça marchait. Et à partir de là, c'est là qu'Hyperfocus est né et que j'ai créé cet accompagnement. Donc l'objectif, c'est que toi, si tu te poses des questions sur ta productivité, sur ton organisation personnelle, que tu rencontres des problématiques lors du télétravail, eh bien, dans le lien en commentaire, je te laisse, dans la description,
Et dans le premier commentaire, je te laisse le lien pour prendre un appel de consulting gratuit avec moi. Ça dure 45 minutes, c'est avec moi en personne. On fait le point sur ton organisation, sur tes enjeux, sur tes objectifs. Et si tu es concerné par le TDAH, c'est vraiment une occasion en or de discuter avec moi et d'obtenir des pistes concrètes pour avancer. Donc si ça t'a plu, je te laisse laisser un like, un commentaire, me poser tes questions. Je réponds à tout le monde. Tu peux réserver ton appel de consulting gratuit, par contre il faut se dépêcher parce que j'ai pas beaucoup de places qui sont dispo à chaque fois. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bise.